Passons aux factions tier 2. Donc nous allons commencer par le taux qui, pour moi personnellement, est tier 2, mais frôle vraiment avec le tier 1, parce que le taux reste quand même un gros poisson dans une petite mare. Bon, au niveau des listes, je vous laisserai aller les voir rapidement, sachant qu'on en a certaines. Hein. Iowag, on l'a vu. War of the Forge, on l'a vu. Ça, je pense pas qu'on l'ait vu, celui-là. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir. Donc pourquoi tier 2? Les taux ont reçu beaucoup d'augmentation de points au début de Nephilim, mais ils peuvent toujours composer des listes qui tuent bien les choses à distance, en puisant simplement dans un pool d'unités plus large que littéralement juste des tenues de Crisis. Farsight et le taux 7 sont les principaux acteurs, vous donnant une pression supplémentaire de près ou un meilleur tir. Mais Borkan semble toujours avoir un peu de vie, ce qui maintient les taux dans la catégorie 2 plutôt que dans la catégorie 1. C'est qu'ils ont des points faibles. La mêlée en dehors d'un commandant meurtrier par liste, et qu'ils ont un choix de secondaire assez moyen. Les relais sont bons, l'action décisive est bonne, mais plafonnée. Et une victoire propre est plutôt nulle. Quel genre de changement? La seule chose qui est légèrement inquiétante dans les taux est que 2 bombardiers Sunshark deviennent une valeur sûre dans presque toutes les listes, car la combinaison de portée et de dégâts qu'ils fournissent est extrêmement bonne à leur prix actuel. Je ne suis pas encore convaincu qu'un nerf est justifié, mais c'est sur ma liste de surveillance. Si vous changez cela, je pense que vous devrez faire quelques améliorations ailleurs. Probablement une amélioration de Clean Victory, probablement en changeant la partie tuer 3 en tuer 3 ou tuer plus, et en redonnant le base au broadside. Ensuite, nous passons donc aux Arlequins. Donc au niveau des listes, on a vu le Glasshammer, on a vu le Killing Field et je sais plus si on a vu le Bedburger Schönenkloppen. Ça doit être en Allemagne ou en tout cas un pays germanique, germanophone on va dire. Pourquoi dans le tier 2? Ils vont vite et tuent des choses, comme ils l'ont toujours fait, et ont de très bons secondaires. Ils ont reçu des coups assez lourds dans les traits de Saïda's Dark et Light de la balance Data Slate, mais Light semble avoir atterri à peu près correctement, et Dark est toujours clairement ok. Mais les gens essaient aussi maintenant le Twilight pour des constructions de mêlées lourdes en figurines. Est-ce qu'ils ont besoin de changement? Honnêtement, probablement pas. En chiffres bruts, leurs secondaires sont peut-être un peu surajoutés. Mais la contrepartie est qu'ils imposent un style de jeu relativement agressif, ce qui peut être risqué contre certains adversaires. Il est possible que si les 3 premières factions perdent en puissance, les Arlequins finissent en tête. Donc je pense que vous pourriez justifier un petit nerf à performance mortelle. La meilleure de leurs options secondaires. Il suffirait probablement d'ajouter non personnage à la condition de la zone de déploiement de l'adversaire. Alors moi, clairement, un nerf que je mettrais sur les Arlequins, c'est pas du tout les secondaires, etc. Parce qu'ils ont un vrai secondaire qui est la performance mortelle. Et en général, je suis prêt à accepter un excellent secondaire par faction pour qu'il y ait quand même un style de jeu prédominant au sein de ce codex. Le transport, c'est le Star Weaver, il me semble. Je le trouve infect. Je le mets souvent en parallèle à l'Impulsor. L'Impulsor Space Marine a fait pleurer de nombreux joueurs en V8 parce qu'il avait le mot-clé vol, il y avait une invulnérable à 4+. On se retrouve du coup en V9 avec un transport, déjà qui est dédié qu'au Primaris, et qu'à 6 Primaris, ayant quand même une certaine imposition en termes de gabarit sur le champ de bataille. Bon, il a quand même une bonne taille, hein. On a nerfé l'invue à 5+, j'ai envie de dire pourquoi pas. Why not? C'est vrai que 4+, était très très fort pour un transport tout bête, mais si le coup était en parallèle, pas de souci. Donc on se retrouve avec une invulnérable 5+, et on a perdu le mot-clé vol. Donc ça veut dire que si on joue en format WTC, on a beaucoup de ruines, et du coup, on est obligé de contourner ces ruines si on veut aller déposer notre unité. Donc ok, on va pouvoir débarquer une fois que le véhicule a bougé, mais on ne pourra pas charger. Donc des fois, c'est pas forcément ultra fort, mais pourquoi pas. Pour cela, on va payer 125 points. D'un autre côté, on a des Arlequins, qui vont avoir un transport aussi de 6 figurines, pas de problème, avec une mobilité de 16 pouces, pas de problème. C'est un peu la thématique, on va dire, des Aeldari, d'avoir des véhicules très très rapides et plutôt squishy. Et effectivement, hein, c'est assez squishy parce que c'est que endurance 5, 6 points de vie, save à 3. Mais derrière, on va leur donner une invulnérable à 4+, donc ça veut dire qu'on va réduire déjà 50% des blessures réussites par notre adversaire. Mais dans ces blessures réussites, faut voir aussi comment ils vont toucher le véhicule. Et quand le véhicule vous dit, t'as -1 pour toucher, tu relances pas tes jets pour toucher, ça fait qu'en général, on va toucher à 4+, pas de reroll, donc on va aussi enlever 50% des touches. Derrière, on va faire un certain jet de blessure, et on va enlever 50% de ces jets de blessure. Tout ça, vous allez me dire, oh, il coûte quoi? Peut-être 130, 135, 140 points. Non, 95 points. Voilà. C'est cool, hein? C'est cool. Donc ouais, le transport Arlequin me fait vraiment trigger pour son coût, en fait. Voilà. Bref, allez, passons à la Death Guard. Donc, au niveau des... Donc, le Goonhammer, ça, on l'a vu. Le Palm Spring... le Dice Hammer, on l'a vu. L'Arch City, je sais plus, peut-être. Donc, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos de la chaîne.
Les Marines de la Peste, avec leurs équipements gratuits et leur armure du mépris, s'avèrent être une très bonne unité de troupes, complétant ainsi la suite d'outils dont l'armée avait besoin pour vraiment exceller. Et ils ont fait un véritable carton ces dernières semaines. Les baisses de points générales sur d'autres unités fortes ont également aidé. Et Split the Sickness étant une excellente unité secondaire, donc unité secondaire c'est un objectif secondaire, les favoris de Nurgle sont désormais extrêmement compétitifs. Est-ce qu'il veut apporter des changements? Pas besoin, bien que leurs deux autres secondaires soient plutôt faibles et pourraient bénéficier d'une amélioration. Fling Vector devrait probablement donner 2 points de victoire pour sa première condition, et Despolate Grand est très Winmore. Je pourrais y ajouter une 6ème condition, pour que vous n'ayez besoin que de 5-6 pour la maximiser, et avoir plus d'angles de jeu. Quelque chose comme aucune unité ennemie n'est sur le champ de bataille, où chaque unité ennemie sur le champ de bataille est apportée d'une capacité de contagion. C'est vrai que ça pourrait être sympa ça avec la capacité de contagion. Les Chaos Knight. Alors le UKTC on l'a vu, le Madrid GT on l'a vu, et le Grand Onslaught on l'a vu dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à y aller. Je dirais que je me répète. Les War Dogs sont de très bonnes unités polyvalentes de nos jours, surtout avec RP Trax ou Vextrix. Ils font de bons dégâts, exercent une bonne pression sur les objectifs et ont accès à de nombreuses améliorations à des prix très agressifs dans le chaos. RP Trax a également donné naissance à un nombre décent de constructions utilisant de grands chevaliers, généralement un abominant et ou un désécrator, tous deux à des prix très intéressants. D'un autre côté, le codex des Space Marines du Chaos a également créé ce qui est connu sous le nom de liste Dogwalker, où Abaddon emmène ses très bons garçons, encore une fois généralement RP Trax ou Vextrix, le premier étant le meilleur build à mon avis, pour une promenade Rampage à travers les champs de bataille de la galaxie, en raison de la qualité des améliorations des Chevaliers du Chaos, plutôt que des traits de seigneurs de guerre ou des reliques. Vous perdez très peu pour faire cela, et la combinaison est féroce. Pour les changements, pas grand chose, bien qu'il y ait un argument certain pour dire que les chiens de guerre, donc les War Dogs, sont surclassés aux dépens de la plupart du reste du livre, avec l'exception partielle des 2 grands chevaliers listés ci-dessus. C'est probablement un problème pour le coût des points dans le prochain chapitre approuvé. Donc c'est le chapter approved. Le seul changement que je ferai pour l'instant est d'ajouter une condition, complétée à la fin de la partie, à Tempête des Ténèbres, car il me semble vraiment qu'il n'y a aucune raison pour qu'il soit plafonné à 12 points, alors que des secondaires sans doute plus faciles ne le sont pas. Nous allons passer aux hérétiques Astartes, les Space Marines du Chaos. Alors Soul City on l'a fait, Saint-Alban on l'a fait, et le Fight Club de Denver on l'a fait. Le nouveau livre des Space Marines du Chaos est sans aucun doute l'un des plus grands triomphes de cette édition. Il y a beaucoup de choses à faire avec, beaucoup de profondeur, assez de puissance pour des listes gagnantes, mais rien qui ne soit écrasant non plus. Du très bon travail. J'avoue que le travail était bien fait sur le Space Marine du Chaos, parce que au niveau des listes qui font des tops, ou en tout cas qui font de très bons résultats, on a vu du Black Legion, du Night Lord, du Creation of Bill, de l'Empereur Children, du Red Corsair, qu'est-ce que j'oublie? Je crois qu'on a eu un Iron Warrior à un moment, je crois que c'est à peu près tout, et franchement, bah ouais, 6 différentes factions au sein d'un même codex, c'est vraiment bon travail de Games sur ce coup. Est-ce qu'on a besoin de changements? Sûrement oui, parce qu'il y a beaucoup de secondaires par rapport à certaines factions qui sont pas ouf, donc à voir s'il va en parler. Bien que de bons résultats soient affichés, les secondaires des Space Marines du Chaos sont notablement décevants, et pourraient sans risque être un peu augmentés. Variablement, tous les secondaires d'action d'opération de l'ombre spécifiques à la Légion devraient être alignés sur les changements apportés aux autres secondaires d'opération de l'ombre dans Nephilim, en exigeant que vous contrôliez l'objectif sur lequel vous voulez les effectuer, plutôt qu'il n'y ait aucune unité ennemie à porter. L'expérience accumulée de la 9e a montré que l'ancienne version était trop facile à contrer. La nouvelle version joue beaucoup mieux, donc donnez ça au Chaos Space Marine. Cela pourrait plausiblement aider à diversifier les listes. Rise to Glory devrait probablement être de 3 points de victoire par kill. The Long War devrait plafonner à 4 points de victoire par tour plutôt que 3. Donc ouais, il y a quand même quelques changements, et c'est vrai que quand je lisais justement les objectifs secondaires, lorsque je lisais l'article sur les objectifs secondaires de Nephilim, avec justement une donnée, et pas forcément une tier list, mais voir un peu les meilleurs secondaires de Nephilim actuellement, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, et ben il s'avérait que les secondaires du chaos étaient vraiment écrits à l'ancienne. Alors ma question c'est, est-ce que Games, lorsqu'ils ont créé le codex Chaos Space Marine, était encore sur l'ancienne version de Nashmund? Et donc du coup ça s'explique, parce que du coup on a cette mécanique-là par rapport aux bannières dans Nashmund. Et là, dans Nephilim, vu qu'on a changé cette mécanique, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas justement fait évoluer la mécanique du Chaos Space Marine. Grande question.
Aurais-je une réponse un jour? Peut-être pas. Passons aux Thousand Sons, nos bons Thousand Sons. Alors, Lone Star Open, je crois pas qu'on l'ait fait, et Bell Burger, je sais plus. Une puissance psychique exceptionnelle, des Terminators objectifs sécurisés surpuissants et de très bons personnages et troupes de base. Ce livre a été un succès durable, il fait très bien son travail d'une manière qui semble spéciale, mais il est suffisamment concentré sur ce seul domaine pour ne pas devenir trop puissant. C'est vrai que c'est un des codex les mieux écrits, je trouve, les Thousand Sons. Les Thousand Sons sont à peu près au même niveau de puissance, mais ont quelques petits problèmes, notamment le fait qu'ils sont mauvais contre l'Adepta Sororitas, et que certains de leurs secondaires sont assez étroits. Alors pourquoi ils sont plutôt mauvais contre les Adepta Sororitas? Tout simplement parce que l'Adepta peut prendre son rite qui permet de deny sur du 5+, et du coup vous avez statistiquement un sort sur 3 des Thousand Sons qui est annulé. Wrath of Magnus n'est actif que contre les armées avec des psycheurs, ce qui rend la catégorie No Mercy assez faible pour eux dans de nombreuses parties. Et Sorcerer's Prowess dépend un peu trop de la présence de psycheurs ennemis pour être pleinement utile. Et il en résulte un score moyen inférieur. Un secondaire aussi étroit serait bien. Deux ne le sont peut-être pas, étant donné que dans les parties où ils sont mauvais, l'adversaire prendra probablement aussi Arborer la sorcière. J'améliorerai probablement un peu Prowess en faisant de la condition 3 points de victoire du milieu, autre psycheur ou personnage, juste pour le rendre encore plus piquant contre les armées qui n'en ont pas. Passons au Drukhari, donc on a vu le North and South GT et le Saint-Alban GT. Donc pourquoi sont-ils tier 2? Drukhari a connu des hauts et des bas, mais il s'est finalement retrouvé à un bon endroit, jouable avec de bons résultats mais pas trop. Ils sont peut-être légèrement en dessous de la puissance souhaitée mais pas de beaucoup, et offrent aux joueurs expérimentés de quoi travailler. Est-ce qu'ils ont besoin de quelques changements? Pas massivement, bien que je pense que vous pourriez sans risque redonner le mot-clé corps au Talos et au Chronos à ce stade, puisque les premiers ne voient pratiquement aucun jeu, et sans les anciens artistes de la chair non plafonnés. Ils ne devraient pas être abusifs. Cela permettrait également à l'armée de la renommée de faire un peu de travail. De même, l'armée de la renommée, on en a parlé dans un épisode antérieur. Il commence à être vieux. Au niveau des orques, alors le Denver, on l'a fait, et le Grand Onslaught, on l'a fait aussi. Alors pourquoi tier 2? Grâce au boost de WAG à quelques secondaires plutôt décents, les listes orques construites autour de beaucoup de corps peuvent appliquer une sérieuse pression. Et la pression fait gagner des parties. J'ai cru qu'il allait dire « et la pression, les orques la boivent ». Les goffs ont été la force dominante simplement à cause de leur capacité à tuer. Mais récemment, certains joueurs ont expérimenté avec succès les Blue Dax, avec les stratagèmes supplémentaires pour les commandos qui les rendent très difficiles à déplacer. Alors, quoi comme changement? Alors, sans lire, personnellement, je pense que le secondaire, je crois que c'est Get the Good Beats avec les Gretchen et Lutas, où on peut justement le faire et il se valide en fin de tour. Je pense que lui, je le nerferai un peu. Parce que du coup, il rapporte de mémoire ses 3 points de victoire. Vous pouvez lancer plusieurs unités en même temps. Il faut juste que l'objectif ne soit pas dans votre zone de déploiement. Et du coup, vous marquez 3 points de victoire. Ce qui fait que sur 5 tours, sur un même objectif où vous focalisez votre armée pour défendre cet objectif, c'est un secondaire qui vous donne 15 points. Et cash. Et si en plus vous avez cette capacité à aller chercher un deuxième objectif, sur un tour vous pouvez lancer 6 points d'un coup, c'est plutôt fort. Donc peut-être que je nerferai un chouïa ce secondaire en disant que vous pouvez le lancer qu'avec une seule unité, mais c'est tout. Alors, au niveau des changements qu'ils souhaitent, probablement pas. Le problème actuel des orques est qu'ils sont particulièrement faibles face aux 3 premières factions qui peuvent tout simplement les surclasser dans le type de jeu qu'ils veulent jouer. Les réduire un peu devrait aider les orques plus que la plupart des armées. Ce serait bien de voir un peu plus de diversité dans les listes. Et quelque chose pour aider les speedwags ne serait certainement pas de trop. Leur plus gros problème est qu'ils ont du mal à accumuler des secondaires, et qu'ils n'ont plus d'emplacement de détachement sans brûler une tonne de points de commandement. Alors peut-être que les unités du Biker Corps pourraient faire le Get the Good Beats dans cette liste, et aussi les laisser prendre 9 emplacements d'attaque rapide plutôt que 6 dans un Outrider. C'est vrai que du coup, avec la spin mob, donc c'est l'armée de renommée, avoir cette capacité de pouvoir justement prendre 9 slots d'attaque rapide dans un détachement d'Outrider pourrait être un apport intéressant. Et un petit boost sur la Speedwag pourrait vraiment donner un peu plus de build d'armée, enfin de construction de liste d'armées intéressante, et donnerait beaucoup de travail du coup aux joueurs orques qui aiment ce genre d'armée à justement tester plein de listes de ce côté-là. Passons aux Blood Angels. Oula, ils nous mettent les 3 là. Donc là on est à Saint-Alban, Dark Angel, on a TG Cafe Games, on l'a fait aussi, on a le DZTV avec Iron Hand, de Nassim Fushan, un excellent joueur Space Marine Iron Hand, vraiment très très bon. Alors
Alors, pourquoi sont-ils dans le tier 2? J'ai regroupé les Marines en 3 catégories parce que ce document sera assez long sans avoir 11 sections de Marines. Les 3 chapitres sont ceux qui se portent bien en ce moment, et n'ont besoin que des 3 premières factions pour baisser un peu. De façon variée, les Blood Angels ultra agressifs ont assez de puissance pour rouler presque n'importe quoi. Et la tendance récente des gens à construire pour Fury of the Lost a l'air légitime. Les Dark Angel Deathwing sont toujours une encre incroyable, et des listes avec Ravenwing ont été vues en train de bien se débrouiller aussi. Et les Iron Hands ont toujours une feuille de stratégie exceptionnelle qui leur permet d'assassiner totalement des choses à distance, et de tirer assez de puissance de Whirlwind of Rage comme des successeurs pour couvrir la mêlée aussi. Non. Et en fait, il faut les garder à l'esprit lorsque l'on considère des buffs dont les autres marines ont besoin, car n'importe quel buff général les poussera vers le haut. Le seul changement interne à envisager serait de modifier Défiance Obstinée pour qu'elle ne soit pas plafonnée à 10 points, sauf si vous la maintenez pendant toute la partie avec une unité d'infiltré. Peut-être qu'il pourrait marquer une fois de plus à la fin de la partie. Ce serait donc un 14 si vous avez bougé au premier tour et l'avez maintenu à partir de là. Alors c'est vrai, mais faut pas voir qu'au travers des Space Marines, faut aussi voir au travers des Chaos Space Marines, parce que du coup, l'armure de mépris, même si elle a vraiment donné un accent sur les unités Space Marine, on va dire Imperium, là où il y a vraiment eu le plus gros impact de cette règle, et pas vraiment du côté Imperium, mais énorme. Alors si on compte les Adeptas Sororitas, les Lehman Russ, etc., mais une armée qui a vraiment évolué de manière massive depuis l'armure de mépris alors qu'elle était un peu en phase descendante à ce moment-là, c'était tout simplement les Thousand Suns en fait. Parce que du coup, quand on commence à accumuler stratagème à -1 dégâts, donc ça veut dire que toutes les armes à dégâts 2, on les passe dégâts 1, donc ça va activer le All is Dust, donc le tout n'est que poussière pour leur donner plus 1 à la sauvegarde. Et si en plus derrière vous rajoutez une réduction de la PA -1, je trouve ça extrêmement fort. Beaucoup trop même. Mais en même temps, c'est ce qui fait le charme de cette armée et qui la rend vraiment, vraiment fort. Donc j'apporte quand même une petite nuance au discours de Gunhammer sur ce côté-là. Passons à la dernière armée, il me semble, tier 2, avec les Imperial Knights. Donc on a le Grande Batterie qu'on a fait, et puis le Denver qu'on a fait. Et j'aurais même rajouté le Paris GT là-dedans, avec justement la première place Hazelwood. De bons secondaires, beaucoup de puissance de la part des armigueurs, et de bons moyens de booster les gros chevaliers, soit en allant très vite avec la maison Griffiths, soit en utilisant le combo un peu alambiqué qui consiste à mettre le buff du chevalier paladin Bondsman sur un croisé, à utiliser maître tacticien pour utiliser un stratagème gratuitement avec eux, puis à combiner ciblage calculé avec diverses capacités qui vous donnent un 6 automatique pour anéantir quelque chose avec des blessures mortelles. C'est le genre de combo qui semble avoir trop d'étapes à franchir pour fonctionner, mais parce que toutes les pièces sont toujours bonnes en soi et que le gain est spectaculaire. Il vaut la peine d'être construit. Est-ce qu'on aurait des changements à apporter? Probablement pas. Pour être honnête, surtout si les 3 premières factions obtiennent un niveau d'affaiblissement approprié, à ce moment-là, les chevaliers devraient être assez largement compétitifs. Le combo de mortel ci-dessus devrait être surveillé, car il est potentiellement un peu amusant à jouer.